Bonjour tout le monde, c'est bon? Alors on se retrouve à nouveau, pas longtemps après la suite. D'habitude ce cours-là a lieu en début de deuxième semestre, d'accord? Mais donc vous avez compris maintenant qu'il y avait eu quelques arrangements. C'est fondamentalement pas plus mal parce que cette partie qui concerne donc, alors dans ce qui s'appelle pH et équilibre acido-basique, les potentiels électrochimiques, et dans la continuité assez directe de ce que l'on a vu ensemble en UE3 et UE1. Plutôt UE1 d'ailleurs, parce qu'en fait, fondamentalement, c'est de la thermodynamique. D'accord? La partie que vous n'avez pas appréciée avec plein d'équations. Hein, voilà. Eh bien, il y en a encore plus dans cette partie-là. Voilà. C'est comme ça. Ceci étant dit, on est bien en UE3. D'accord? J'ai oublié de changer le B par un A. On est bien en UE3, ça veut dire que ça fait partie de cette partie où vous serez interrogé, où vous avez droit au cours et à la calculatrice. Voilà. C'est bien établi, c'est bien l'UE3. Hein. Histoire de faire comme précédemment, vous avez également quelques questions qui vous seront posées. C'est le même numéro de téléphone a priori, mais par contre, vous avez peut-être vu, l'adresse, ce n'est pas la même. Ce n'est pas le même ensemble de questions qui seront posées pendant le cours. Donc, ce n'est pas tout à fait la même adresse. Là, ça finit par redox, l'abréviation usuellement utilisée pour oxydoréduction. Ouais, je ne sais pas pourquoi on a inversé, mais parce que sans doute redox, c'est plus facile à prononcer qu'oxred, quelque chose dans ce goût-là. Donc, vous vous connectez, quel que soit votre moyen de connexion, Wi-Fi, 4G, votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Éventuellement, vous pourrez envoyer aussi les SMS, ça peut fonctionner, mais pas a priori pour la première question. La première question, c'est une question visuelle, d'accord? Donc évidemment, vous ne pourrez pas répondre avec un SMS. Voilà. L'adresse va réapparaître quand il y aura la première question, donc j'avance. Le phénomène d'oxydoréduction, on peut le prendre par plein de bouts différents. On va suivre ensemble un fil conducteur. Le fil conducteur qui va nous mener sur l'ensemble des étapes qui nous intéressent et qui aboutiront grosso modo à l'équation de Nernst in fine et ses applications. On va la faire partir simplement de cette expérience toute simple, un bout de métal dans de l'eau. Le bout de métal en question, on va observer, quel que soit le métal quasiment, mais avec certains métaux, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avec d'autres, qu'il va se solubiliser. En gros, il est sous forme métal, donc il est solide, mais il va passer en solution. C'est la première étape que l'on va observer. On va également observer que cette pièce de métal, elle se charge électriquement négativement. Pas beaucoup, mais elle se charge négativement, et donc, de fait, si on a des charges négatives qui apparaissent dans le métal, forcément, on a aussi apparition d'un potentiel électrique. Ce potentiel électrique, ce qui va être intéressant ici, c'est que ce ne sera pas le même selon la nature du métal et selon la nature de la solution également. Et on va tenter de prendre ces éléments les uns après les autres pour mener à bien cette petite étude de ce qu'est l'oxydoréduction. Et donc les potentiels électrochimiques, on va les voir sur le chemin, c'est ce qui fera la jonction entre la thermo, à proprement parler, la thermodynamique, et l'oxydoréduction. L'oxydoréduction au départ, c'est de la chimie, une réaction chimique, que l'on peut faire de deux manières différentes. La première, c'est ce qu'on appelle la voie directe. C'est exactement ce que je viens de faire juste avant. Je prends une pièce de zinc, métal, je la plonge dans une solution qui contient du sulfate de cuivre, donc le sulfate de cuivre est ici dissocié, hein, Cu2 plus d'un côté et SO4 de moins, les ions sulfate de l'autre, et j'attends. Et au bout d'un temps certain, qui peut varier en fonction de la température en particulier, ce que l'on va observer, c'est une décoloration de la solution. En d'autres termes, les ions cuivre 2 qui étaient bleu foncé ont disparu. Par contre, on a apparition d'une petite couche de cuivre métal, qui est facile à reconnaître, donc c'est l'avantage de cette expérience, puisque le cuivre, vous le savez, c'est légèrement orangé, donc c'est facile de l'identifier. Alors c'est un peu plus difficile d'identifier ce qui se passe dans l'autre sens, mais avec quelques instruments de mesure relativement basiques, on pourra constater très facilement qu'une partie du zinc métal, lui, est passée cette fois-ci en solution. On a donc une inversion
D'un côté, des ions qui deviennent du métal et de l'autre, du métal qui devient des ions. En gros, ça. Voilà. Tout simplement, cette réaction-là, qui consiste simplement, et vous le voyez bien, à échanger des électrons. Le cuivre a gagné 2 électrons que le zinc lui a cédés. Et ça se fait bien dans ce sens-là. La réaction se fait dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle la voie directe. En gros, on met les éléments qui doivent réagir en contact les uns avec les autres, et ça réagit, et ça fonctionne très bien. Mais il y a une particularité à ces réactions qui font intervenir des électrons, c'est qu'on peut très bien dissocier les éléments, les différents réactifs, ne pas les mettre en présence physique l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle la voie indirecte, où ici on a clairement séparé. D'un côté, la partie qui contient le zinc, donc la pièce de zinc, et éventuellement, mais on n'est pas obligé d'en rajouter tout de suite, la solution qui contient déjà des ions zinc de plus. Et de l'autre côté, la partie qui contient, et donc physiquement non reliée pour l'instant, la pièce de cuivre et la solution qui contient du cuivre 2. Ces deux ensembles doivent être reliés de 2 manières différentes. Et c'est important, le différent est important. La première, c'est un conducteur électrique. Et un conducteur électrique, c'est fait pour faire circuler les électrons. On a vu qu'il y avait des électrons qui étaient échangés. Cette fois-ci, ces électrons, ils vont circuler dans un conducteur électrique avant d'être échangés. Et d'autre part, il faut, parce que c'est un circuit électrique qu'on est en train de construire, fermer le circuit. Tant qu'on ne le ferme pas, il ne peut pas se passer grand-chose. Donc pour le fermer, ici, c'est un pont qu'on va appeler ionique, c'est-à-dire un pont chimique, pas électrique, qui va laisser, lui, circuler uniquement des ions, assez lentement, mais qui va laisser circuler les ions. D'accord ? Donc en fait, la plupart du temps, et la solution la plus simple, c'est simplement un tube en U renversé, rempli d'une solution saline avec 2 bouchons de coton à chaque bout qui vont empêcher la solution tout simplement de se barrer simplement quand on va retourner. Voilà. C'est relativement simple. Si on veut que ce soit un peu plus stable, en plus, au lieu de mettre simplement une solution saline, on rajoute une espèce de gel à l'intérieur qui va l'empêcher tout simplement de couler dans chacun des 2 bocaux. D'accord ? Mais ça, ce n'est pas très important. L'important, c'est qu'on ait simplement une possibilité de circulation ionique dans cette partie-là. On a donc un circuit fermé. Et quand on crée ce qui s'appelle une pile Daniel, parce que c'est M. Daniels qui a mis au point cet ensemble-là, on va observer un courant électrique qui circule dans le conducteur électrique, qui est ici représenté par la petite lampe qui est simplement allumée. D'accord ? Alors, qui ne s'allumera évidemment que quand le circuit sera terminé, donc quand on aura rajouté le pont ionique. Sinon, ça ne marche pas. Et la seule manière d'interpréter ce qui se passe ici, c'est que d'un côté, on va avoir le zinc qui va se solubiliser et donc libérer des électrons qui circulent dans le conducteur électrique et qui vont donc servir à, on va le dire plus tard, à réduire, mais enfin, à transformer le cuivre ionique en cuivre métal. Donc on a toujours exactement la même réaction au total. 2 électrons perdus par l'un qui sont gagnés par l'autre. La différence ici est fondamentale, c'est que les électrons, entre-temps, ont circulé. Et des électrons qui circulent, c'est du courant électrique, et le courant électrique, on sait l'utiliser de plein de manières différentes. En d'autres termes, la première réaction, à part dégager de la chaleur, elle ne sert pas à grand-chose. Celle-ci, elle produit de l'électricité que l'on peut utiliser à plein d'usages différents. Ça, c'est la pile, une des piles les plus élémentaires, les plus basiques que l'on peut créer. Vous avez peut-être déjà vu sur Internet un bouquin dans cours de chimie ou un truc dans ce genre-là, les piles faites avec des patates. D'accord ? On vous dit, regardez, c'est une patate ou un grain de raisin ou n'importe quoi, on plante 2 trucs dedans et puis regardez, ça fait de l'électricité. Oui, la patate, elle produit rien, pas d'électricité, le grain de raisin non plus. C'est les 2 plaques de métal qu'on a plantées dedans qui sont en train de faire cette réaction-là et donc vont produire de l'électricité. C'est la dégradation des 2 plaques de métal qui produit l'électricité. La patate, ou n'importe quel autre fruit dans lequel vous l'aurez planté, d'accord, elle ne sert que de conducteur ionique, c'est la solution qui est présentée ici. D'accord, elle ne sert qu'à ça, elle n'a pas d'autre usage. Donc non, on ne fait pas des piles avec des patates, ça ne sert à rien. On fait des piles avec une solution saline et des pièces de métal.
On a donc ici deux systèmes qui sont parfaitement équivalents. On pourrait les traiter d'une manière ou d'une autre, mais chimiquement, ils sont parfaitement équivalents. Simplement, avec le deuxième, on peut récupérer de l'électricité, ce qui est intéressant pour nous. D'accord ? Cette électricité qu'on peut récupérer, si on veut relier ça à la partie de cours que l'on a vue ensemble, donc sur le deuxième principe de la thermodynamique, et le delta G en particulier, l'énergie libre, l'enthalpie libre de Gibbs, eh bien, cette électricité qu'on récupère, c'est cette énergie qui était disponible. D'accord ? C'est cette énergie qui était disponible, c'est ce delta G, une partie de ce delta G, celui qui n'est pas perdu sous forme de chaleur, que l'on peut récupérer. On va se mettre d'accord sur quelques notions de vocabulaire avant d'aller plus loin, que vous avez normalement déjà, d'accord ? Mais bon, ça vaut le coup quand même d'être sûr qu'on parle tous bien de la même chose. Cette réaction-là, clairement, donne des électrons. On l'appellera une oxydation. C'est la définition. Une oxydation est une réaction qui fournit des électrons. D'accord ? Donc, ce n'est pas qu'est-ce que fait une oxydation. Non, l'oxydation, sa définition, c'est une réaction qui va générer des électrons. Si on produit des électrons, vous comprenez bien que l'électrode, c'est-à-dire la barre de métal, ici, à laquelle va se produire cette réaction, évidemment, elle va être surchargée en électrons. Elle aura donc une charge négative, puisque les électrons ont, par convention, une charge négative. D'accord ? Et cette électrode où se produit l'oxydation s'appelle une anode. Et anode, eh ben, ça s'écrit anode, c'est négatif. Il s'y produit une oxydation qui est une réaction qui donne des électrons. Vous avez donc un moyen mnémotechnique de vous rappeler ce qu'est une anode, qui est extrêmement simple. Ça s'écrit comme ce que ça est. Je précise juste quelque chose qui est important. Cette définition-là n'est valide, mais j'en reparlerai beaucoup plus tard, que si la réaction est spontanée. Donc ces éléments-là, c'est une pile, c'est quelque chose qui produit spontanément de l'électricité, une réaction qui est spontanée, au sens du deuxième principe de la thermodynamique, d'accord ? Donc c'est une réaction qui est spontanée, et dans cette réaction spontanée, vous avez ce moyen mnémotechnique de vous rappeler ce qu'est une anode. Donc l'anode, c'est la définition, là, l'électrode où se produit l'oxydation. Et l'oxydation, c'est une réaction qui donne des électrons. Et dans ce cas-là, donc, elle est négative. De l'autre côté, et on va simplement se rappeler que c'est l'oxydation, de l'autre côté, nous avons une réaction qui consomme des électrons, qu'on appellera donc une réduction. C'est ça, une réduction, une réaction qui consomme des électrons. Si on fait disparaître des électrons, globalement, on va se retrouver en éliminant des charges négatives avec une charge globale qui sera plutôt positive. Donc cette électrode-là sera plutôt positive. Et on appelle cette électrode une cathode. Là, il n'y a pas de moyen mnémotechnique, mais bon, il suffit d'intervertir les concepts. Si l'anode est négative, ça veut dire que la cathode est positive. Si l'anode produit des électrons, ça veut dire que la cathode, elle en consomme, etc., etc. C'est juste simplement logique, d'accord ? Vous inversez. Anode, cathode, l'anode, oxydation, la cathode, réduction. Il y a souvent des confusions sur les termes qui sont utilisés ensuite. Dans les faits, ils sont tous logiques, mais c'est vrai que comme il y a plusieurs termes qui se répètent, c'est quelquefois un petit peu confus. On appellera une forme oxydée un élément chimique qui a subi une oxydation. On est donc oxydé une fois qu'on est le produit d'une oxydation. Si on lit la deuxième réaction à l'envers, s'il est une réaction de réduction dans un sens, c'est une réaction d'oxydation dans l'autre sens. Donc le Cu2+, ici dans l'exemple, c'est une forme oxydée. D'accord ? Elle aura été oxydée si on fait la réaction en inverse, en sens inverse. La forme réduite est, elle, le produit d'une réduction. Donc si on a une réduction, ce qu'on trouve du côté des produits de la réaction, ce sont des formes réduites. Simplement, vous pouvez constater, et donc le Zn est une forme réduite, que si je remets ça dans ma réaction globale, les réactifs réagissent l'un sur l'autre. Et on a forcément une forme oxydée qui doit réagir avec une forme réduite. On ne peut pas avoir une forme oxydée qui réagit avec une autre forme oxydée, d'accord ? Parce que sinon, il ne peut pas y avoir d'échange d'électrons. Il faut qu'il y en ait un qui donne, l'autre qui reçoive. Et dans ce cas-là, on peut parfaitement considérer
que la forme oxydée va provoquer l'oxydation de la forme réduite. Et on l'appellera dans ce cas un oxydant, puisqu'elle provoque l'oxydation. Donc, une forme oxydée est oxydante, elle provoque l'oxydation, et on l'appellera simplement un oxydant. La forme réduite, elle, c'est le contraire, vous intervertissez simplement. La forme réduite est donc réductrice, puisqu'elle va provoquer la réduction de l'autre élément, et on l'appellera simplement un réducteur. Ces termes d'oxydant et de réducteur, on verra un peu plus loin d'où ils viennent. Oxydant, ce n'est pas très difficile, c'est simplement, vous l'avez reconnu, du terme oxygène, d'accord, du mot oxygène, puisque l'oxygène est un oxydant très fort, reconnu depuis très longtemps. On a simplement donné ce terme générique, ce mot générique, provoque l'oxydation, réagit avec l'oxygène à tous les éléments qui avaient le même type de fonctionnement. Pour réducteur, on verra un peu plus loin. Donc une oxydation se résume à une perte d'électrons d'un élément, un premier ensemble de définitions, qui veut dire qu'une forme réduite va donner une forme oxydée et un certain nombre d'électrons. Éventuellement, d'autres éléments, d'autres molécules, d'autres ions peuvent intervenir là autour, mais la base, c'est ça. Une réduction, c'est un gain d'électrons, donc c'est la forme oxydée qui, réagissant avec des électrons, ou plutôt capturant des électrons, va donner, cette fois-ci, la forme réduite. Un couple redox, eh bien, c'est la paire forme oxydée, forme réduite, que l'on retrouve à travers l'une quelconque de ces deux réactions précédentes, une oxydation ou une réduction. Donc ici, le zinc de plus et le zinc, on les a vus intervenir sur la réaction de réduction, enfin d'oxydation en l'occurrence, donc on le présente comme ça. Il y a une règle, par contre, qui est importante. On présente toujours, quand on présente un couple d'oxydoréduction, la forme oxydée d'abord. C'est une convention. On aurait pu en prendre une autre, mais c'est la convention. On présente toujours la forme oxydée d'abord, la forme réduite ensuite. Vous êtes toutefois, vous, dans un cas particulier, d'accord, où vous êtes en phase d'apprentissage. Donc il n'est pas impossible que dans un exercice, dans un examen, on vous présente les éléments dans le désordre pour que vous les remettiez dans l'ordre, connaissant cette convention qui est on met la forme oxydée d'abord. Donc il n'est pas impossible que on vous les présente dans le désordre, mais ce ne sera pas une erreur, ce sera juste une partie de l'exercice qui vous est confiée. D'accord ? On appellera une réaction d'oxydoréduction, eh bien tout simplement une réaction entre deux couples redox distincts. Voilà, on prend un premier couple, on prend un deuxième couple, on va faire réagir évidemment la forme oxydée du premier couple avec la forme réduite du second, de manière à obtenir eh bien, la forme réduite du premier couple et la forme oxydée du deuxième. Ou le contraire, parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit dans le début de la phrase. D'accord ? Mais vous avez compris, on va intervertir entre premier et deuxième couple. Donc ça, ce sont juste des rappels, vous les aviez déjà, évidemment, vous les avez déjà vus l'an dernier au lycée. Eh bien, ces conventions étant établies, je vous demande quelle est donc l'anode dans l'ensemble que vous avez là. On a donc deux pièces de métal qui sont reliées par un conducteur électrique. Vous le voyez, le conducteur électrique, c'est le rivet. Le rivet en métal sert de fil électrique. D'accord ? Bon, sachant que les deux pièces de métal, probablement, puisqu'elles étaient quasiment en contact, peuvent déjà, par elles-mêmes, conduire l'électricité, mais ça, on n'en est jamais sûr. Il peut y avoir de la peinture ou n'importe quoi d'autre. Et puis, on a bien une solution qui est en contact avec les deux. Donc, c'est la même solution. Cette fois-ci, elles ne sont pas séparées, mais ça peut se produire également. Qui contient eh bien, de l'eau, a priori. Parce qu'on voit des ions H+, des ions H+, c'est dans de l'eau, hein, évidemment. Des ions Al3+, c'est forcément dans de l'eau également. Vous avez les deux réactions qui sont proposées. Voilà ce qui se passe. Et bien, alors vous pouvez le faire, hein, si vous avez ça sur l'écran, vous avez juste à pointer donc, avec votre souris ou avec votre doigt l'électrode, donc c'est vraiment tactile là, hein, d'accord ? Vous
taper à l'endroit où se trouve la bonne réponse. Donc, ça explique pourquoi vous ne pouvez pas le faire par SMS, celui-là. Ouais, sur SMS, ce n'est pas facile de taper à un endroit sur une image. Voilà. Mais celui-là, il n'est pas compatible avec les SMS. Je laisse 2 minutes encore, et puis on y va, enfin moins de 2 minutes d'ailleurs, une suffira. Le temps que vous connectiez, que vous répondiez, ça se stabilise. Voilà, ça se stabilise. Waouh! Il y a des petits machins un peu de partout. Hein. On va pouvoir les renlever. Oui. Une anode, c'est là où se produit l'oxydation. L'oxydation est une perte d'électrons. D'accord? Donc, eh ben voilà, ça se voit, la réaction où il y a une perte d'électrons, c'est effectivement la réaction avec l'aluminium qui produit une forme oxydée. Al3+, est une forme oxydée de l'aluminium métal Al. De l'autre côté, on aura par contre évidemment une réduction. Alors une réduction pas du métal. Pourquoi pas une réduction du métal? Ben, de toute façon, dans la solution du métal oxydé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Cu2+ à disposition. Donc s'il n'y a pas de Cu2+, on ne peut pas fabriquer du Cu à partir du Cu2+. Donc on va prendre dans la solution le seul élément disponible ou l'élément le plus facilement réductible, à savoir les H+, qu'on transformera en dihydrogène. Voilà, on prend ce qui est disponible. Voilà, pas forcément ce qui serait le plus facile à observer ou à faire. Ouais, c'est juste un truc automatique, hein, faut pas vous en faire, mais ça veut dire on laisse ça de côté. On laisse ça de côté. Tout ce qu'on vient de voir là, normalement, c'est de l'acquis, sans difficulté. Vous l'aviez déjà. D'accord? Donc c'est bon.